Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors oui, aujourd'hui malheureusement on ne fait pas de live mais on vous enregistre une petite émission après ces quelques étapes et pour faire un petit peu une preview des étapes du week-end qui arrive avec notamment un contre-la-montre qui pourra déjà être très important pour le général qui se profile. On a eu des choses assez incroyables sur le Tour de France. On va dire que c'est les équipes de à la fois les équipes continentales et les équipes de seconde division de World Tour qui brillent jusqu'à maintenant, donc un Tour de France qui révèle jusqu'à là pas mal de surprises et on va un petit peu débriefer ça tous ensemble ce soir. Déjà petit point également de réclame, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, ça c'est un petit clic, je m'abonne et c'est fait, c'est super important pour nous cette période de Tour de France. On est bientôt à 2500 abonnés, l'objectif qu'on s'était fixé, donc c'est super. Et donc aujourd'hui pour m'accompagner encore la team d'écrase les pédales qui se retrouve ce soir avec tout d'abord Loïc. Comment ça va Loïc? Ça va super. Il fait beau. On profite des belles étapes du Tour de France. Et c'est un Tour de France de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a que les records qui sont battus tous les jours. C'est un réel plaisir. Il y a que des magnifiques victoires. Franchement, j'ai été content sur toutes les étapes, que des surprises. Et je m'éclate pour l'instant. Ouais, tout à fait, c'est fou, celui qui a dû parier sur tous les vainqueurs d'étapes et qui a eu bon jusqu'à là, à mon avis, il est très riche aujourd'hui. Hein. et pour nous accompagner, vous le connaissez, c'est Poppy. Comment ça va Poppy? Écoute, ça va super. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très grande forme, je suis trop content de retour du Tour de France là. Et puis en plus, on est vraiment gâtés sur ces premières étapes. Franchement, je m'ennuie pas du tout quand je regarde. Et alors c'est trop chouette, je suis trop content et j'ai hâte de pouvoir en parler justement tous ensemble. Tu t'ennuies pas? Est-ce que tu regardes les étapes du kilomètre 0 jusqu'à la fin, notamment les 2 étapes de plaine qui viennent de passer? Non, mais l'étape de plaine d'hier, j'ai regardé du kilomètre 150 jusqu'à la fin, donc attention. Bien, c'est déjà ça. On va parler de tout ça juste avant, comme dirait la Torne, un petit dernier point réclame. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, découvrir les nombreux et réguliers articles de Matt et Simon. En ce moment, ils nous font un petit article récap tous les soirs de ce qui s'est passé pendant l'étape du Tour. C'est super intéressant. Donc foncez, abonnez-vous à nos comptes Instagram et Facebook et vous aurez de l'actualité cycliste à gogo quasi tous les jours sur vos applis. Les gars, juste avant de faire un débrief de ce qui s'est passé, je voulais faire quand même un petit quiz rapide et parce que Mark Cavendish, ça y est, avec 35 victoires et seul détenteur du record du nombre de victoires. Il a quoi, 39 ans quasi. Donc c'est assez incroyable, hein. Je me souviens qu'il était sur son premier Tour de France déjà il y a près de 15 ans. Donc il y en a à mon avis, ils sont nés au moment où Cavendish gagnait sa première victoire sur le Tour et il gagne encore aujourd'hui. Donc c'est assez incroyable. Donc je vais vous poser quelques questions sur Mark Cavendish. Alors c'est pas moi qui les ai inventés, c'est Tony qui nous les a envoyés. On voulait les diffuser dans un prochain live, mais du coup comme on fait pas de live, je vais Tony, merci pour tes questions et je vais faire affronter nos deux chroniqueurs sur ces questions sur Mark Cavendish. Est-ce que vous connaissez votre sujet, messieurs? On a révisé un petit peu peut-être avant. On est les deux flèches des quiz. Très bien. Écoute, on va voir ça. On va commencer avec la première question que nous a envoyée Tony. Pour égaler et puis battre le record de victoire sur le Tour, Mark Cavendish a cravaché pendant des années, devant manquer le Tour de France à quelques occasions. Ma question, ça va être, quelles sont les éditions du Tour qu'il a manqué depuis 2016 et le début de sa galère? Et il a pas pris le départ ou il a abandonné? Ouais, exactement. Il y a 2019. Tout à fait. J'aime pas. Covid, c'est 2020. Est-ce qu'il a fait l'année Covid ou pas? Peut-être, ou peut-être pas. Entre la première édition qu'il a faite et celle-ci, il y a des éditions qu'il a pas faites. En fait, 2022, il a pas fait. C'est sûr. Ouais, donc ça fait deux pour Loïc et il en reste un dernier. Donc il y a eu 2019, 2022. 2017. Non, 2017, il était présent sur le Tour. Il était là, purée. Je crois que c'est 2017 qui se fait, ou 2018, je sais plus quoi, il se fait envoyer dans les barrières par Sagan, là, mais purée, ouais. Ça doit être un de ces Tours de France, là, donc non, c'est pas 2017. Donc il est là, pour moi, il est là longtemps, quand même. Donc 2019, il est pas là, 2022, il était pas là, puisque il avait, Fabio Jakobsen lui avait été préféré
En 2022, il y a une autre année, depuis sa galère de 2016 où il n'a pas été là. Vous l'avez dit tout à l'heure à moitié. Hein. 2019 Non, avec t'as déjà dit une- 2019. Avec une, J'ai dit 2019. une situation sanitaire qui... Bah 2020 alors. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Et par 2 ans de suite, il fait pas. Effectivement, donc voilà, 2019, 2020 et 2022, il n'était pas présent sur le Tour de France. Bon, Loïc, on va dire que ça fait un point. Hein. Ah, incroyable. Si je t'en donne 3 d'un coup, là, tu vas déjà gagner le quiz. Donc, ça, voilà. Ah, donc c'était 2021 où il prend le maillot vert. Exactement, il gagne 4 étapes, je crois, en Ah, 2021. j'avais dit 2022 tout à l'heure. Mon erreur. Allez, deuxième question. Quelle est la seule équipe avec laquelle Mark Cavendish a couru le Tour de France, mais n'a pas gagné d'étape? Alors, Bahreïn? non. Si vous avez le nom de l'équipe, Non. c'est 1 point. Et si en plus vous savez donner l'année, c'est 2 points. Enfin, c'est 1 point de plus. Et non. qu'il a pas gagné Bahreïn, le il Tour a de pas France. gagné, Il a pas gagné. mais il a... Il a pas fait le tour. Il a pas fait le tour avec Bahreïn, je pense. Oui, il a pas fait le tour. Donc, Il faut se mettre les équipes de Cavendish déjà. Il a été chez D-Motion Data. Oui, il avait gagné en 2016, il gagne plusieurs étapes. Oui, c'est vrai. Putain. Alors, pour info, Il faut- c'est pas Pardon. récent. Hein. Ouais, j'imagine. bah oui, mais moi je pense que, attends, T'as vu la regardé, différence d'ailleurs d'âge que j'ai avec lui, je pense qu'il y a un moment où j'étais quand même très très petit quand il a commencé à faire le Tour de France. Donc, Ça, c'est sa Effectivement, première c'est- équipe. Exactement. Donc ça commence par un K, Je je connais crois, pas, mais moi. je sais plus la suite. Non, Non, je sais c'est pas une qui c'est. équipe pourtant très connue hein, dans les années 2000, une des plus grosses armadas. moi je vais pas pouvoir vous aider Ah. là-dessus. Oh purée, je l'ai lu tout à l'heure. Une armada qui était aussi connue pour lutter face à... T-Mobile. Ouais, exactement, la T-Mobile, les Roses de la Let's go. T-Mobile, qui étaient les adversaires de Lance Armstrong. Les Et gars, est-ce que mais- est-ce que vous avez l'année 2006 Presque. 2005. Il a commencé en 2007. Exactement, 2007. 2007. Oh purée. 2007. Voilà, en T-Mobile chez Yes. 2007. Et puis après, je crois que T-Mobile, c'était devenu la Team Columbia, puis la HTC Aero, dans mes souvenirs. Et à partir de 2008, il avait commencé à gagner sur ce Tour de France. Et ben écoutez, ça fait 2 points pour Loïc et 1 point pour Poppy. Dernière question. Avec quelle équipe Mark Cavendish a-t-il gagné le plus d'étapes sur le Tour de France? HTC HGC. Exactement, HTC. HTC Road. Combien? Et alors, allez, question bonus, ça fait 2 partout. Donc, celui qui trouve, il a gagné le quiz. Ah. Donc, c'était entre, à partir de 2008, il était chez HTC. Combien il a gagné d'étapes? 20. Exactement. Oh là 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 là. Non, mais on l'a dit au début. Mais misé, On l'a dit en- misé, ça. Incroyable. On l'a dit Oh en- là 20 là. étapes en 5 ans. 20 Et étapes en Poppy 5 qui ans. remporte ce quiz. Oh là Moment là. Oh historique. non, j'ai trop de confiance. Oh là là. Ah là 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 là, voilà, c'était petit quiz de Tony. Merci encore Tony pour ce sympathique quiz sur Mark Cavendish. Eh ben, écoutez, c'est un très très bon enchaînement avec ce que j'allais vous dire avant de parler de la course des favoris. Voilà, on a eu 2 étapes pour Sprinter ces 2 derniers jours avec les victoires de Mark Cavendish historique, 35e victoire. Qu'est-ce que ça vous a inspiré cette victoire de Cavendish? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vas-y, Loïc. C'était historique. C'était, enfin, moi j'y croyais absolument pas. J'avoue, ça faisait, je savais pas combien de, ça faisait. Il avait gagné sur le Giro l'année dernière, mais ça faisait un moment qu'il avait pas gagné en World Tour. Je crois que c'était un peu un rêve, que c'était presque devenu une obstination en fait pour lui. Je me disais mais il doit se faire du mal quoi. Mais je pense qu'il a une telle mentalité de gagnant qui au fond de lui-même il devait tellement y croire. Et enfin c'est aussi un tour où en fait partout à part au général c'est tellement ouvert. Même au général c'est ouvert, mais en fait c'est tellement ouvert. Moi quand je vois un sprint sur ce Tour de France, généralement souvent sur des grands tours quand il y a un sprint on sait à peu près dans le top 2, top 3 qui va avoir. Très vite, on sait qui domine les sprints. Et je trouve que cette année, enfin, sur les 3 étapes de sprint qu'on a eues, à chaque fois, à 1 km, je sais absolument pas qui va gagner. Et c'est ça ce qui rend cette victoire belle. Et on verra ce que ça donnera pour la suite. Ouais, je suis d'accord parce que en plus en ce début de tour, il a eu vraiment de la poisse et je me suis dit putain, c'est encore une année manquée pour Cavendish quoi, ça va lui faire il va avoir des galères tout le temps, il va jamais être capable de s'en remettre. En plus le Galibier arrivait vachement tôt, donc ça peut vraiment faire mal aux jambes et au moral. Et au final, il a su rebondir, il a toujours cet instinct de sprinter qui, je pense, le quittera jamais.
Je pense que même quand il fera ses courses, qu'il aura 3 caddies devant lui, il passera en douce entre les différents caddies pour s'imposer. Mais ouais, l'instinct du sprinter, on l'a vu dans sa victoire, hein, la capacité à parfaitement se placer, à passer dans les trous de souris un petit peu pour trouver bonne place dans les 500 derniers mètres. Donc non, c'est vachement impressionnant et ouais, ça rappelle un peu des souvenirs de voir Cavendish se lever les bras et c'est beau, le message est beau, c'est beau d'envoyer ce message-là, de se dire bah voilà, tout le monde avait enterré, je pense que personne n'aurait vu Cavendish gagner une victoire de plus que Merckx et au final il le fait et bon courage à celui qui va aller chercher ce record parce que ça va être vraiment 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 très tendu. Peut-être Ouais. Pogacar. Il en est Ouais, à c'est 12. Loin, ça, il c'est en ça, a il en a 12 déjà mais 12, Cavendish en mais- avait déjà 8 de plus, tu vois. Ouais. Ouais, Mais c'est même ça. pas, c'est pas du tout le même profil. Non, mais clairement pas. Mais bon, t'as quand même réussi à gagner 4 étapes de sprint par tour pendant 5 ans. Bah, surtout les Philipsen 20, l'année les dernière, il a 20 fait victoires. ça. Les Ouais, 20 bah premières victoires. c'est C'était en ça. tellement peu de temps, En c'est 3 ans, hein. incroyable, quoi. C'est Ouais, fou. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est cette pointe de vitesse, ce kick qu'il a eu encore à son âge là d'arriver à. Enfin, franchement, il était hyper impressionnant. Quand il a démarré, là, il a mis 10 mètres à tout le monde et derrière, c'était terminé. Donc, ouais, c'est fou d'être passé par autant de cases de cette carrière. Je me souviens d'une vidéo, je crois que c'était en 2018 ou 2019 chez Bahreïn. T'as une petite course en Belgique là, mais enfin, une petite course, c'est pas être méprisant pour la course, mais voilà, une petite classique en Belgique et Cavendish qui est complètement à la ramasse, qui arrive à la fin de la course, qui est en pleurs et qui dit bah voilà, c'était peut-être ma dernière course en tant que cycliste, en tant que professionnel et bam, 2 ans après, il y a un comeback en 2021 où il va chercher des étapes et puis voilà, depuis ça redevenait un petit peu compliqué et bam, cette année, il va chercher cette victoire alors que l'année dernière, c'était censé être son dernier tour et il abandonne sur chute. Ouais, l'histoire, elle est assez incroyable et bon, voilà, ça montre à tout le monde qu'il faut rien lâcher. Et ouais, Cavendish, même si voilà, chacun en pensera ce qu'il veut, ça reste un immense champion, sûrement le plus grand sprinter de tous les temps. Et c'est incroyable. Et moi, je pense que ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps à être battu. Enfin, dans l'ère moderne, ça sera quand même dur pour un non-sprinter d'aller gagner autant de victoires. Même Pogacar, qui est immense, je pense que ça risque quand même d'être difficile. Il faudrait qu'il soit sur une base de 4 victoires par tour maintenant, jusqu'à ses 30 ans, ce qui risque quand même d'être un petit peu compliqué. Donc ouais, franchement, chapeau Mark Cavendish. Est-ce qu'on a fait le tour sur Cavendish? Bah, écoute, Moi, on peut appuyer aussi. Enfin, on voit que tout le peloton était content pour lui. Ah ouais, c'est clair. Tout le monde est venu le féliciter. C'était des belles images. Franchement, de la joie. Ce mec, enfin, j'étais très, très, très content. Bon, bah, effectivement, c'était super. De toute façon, c'est tout ce qu'on a raconté sur cette étape, puisque, voilà, on se souvient, sur cette étape, en début d'étape, j'avais commencé à regarder, je m'étais dit qui va partir en échappée. Et bon, en fait, maintenant, sur les étapes comme ça du Tour, il y a même plus de coureurs qui partent en échappée tout de suite au début de l'étape. Ils se faisaient des faux sprints, etc. Donc voilà, il s'est pas passé grand-chose. Et c'était un peu pareil aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'était une journée un peu plus tendue, parce qu'il y avait quand même du vent, donc c'est allé plutôt vite. Mais il n'y a pas eu vraiment pas eu d'échappée qui a pu se former. Les équipes de favoris ont un peu cadenassé les avant-postes de la course. On a vu une petite tentative de bordure avant de parler de l'arrivée et bah voilà, le seul UAE qui était dans un groupe de 60, c'était Tadej Pogacar. Est-ce que ça montre pas un petit peu une faiblesse de cette équipe UAE sur les étapes de plat avec quasiment que des grimpeurs et une petite inquiétude par exemple pour l'étape de dimanche qui voilà serait exposée au vent et sur des chemins. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Bah, moi, je trouve que c'était assez choquant de voir Poggi qui était toujours derrière, enfin, je l'ai trouvé assez mal placé en fait, surtout sur les 20 dernières bornes. Les 20 dernières bornes, c'était vraiment très très compliqué pour lui. Je voyais toujours qu'il était un peu à l'arrière, vraiment pas où ça se passait, pas où il y avait la tempête, mais en fait, on sait que dès qu'il y a une chute, il peut se la prendre dans la gueule. J'ai trouvé ça assez risqué, surtout pour un maillot jaune. Enfin, ils ont quand même enfin, Nils Politt, tu vois qu'il a parfaitement les cannes pour mener un peloton. On l'a vu à certains moments de la course quand même où il y avait vraiment, enfin, les UAE amenaient très très bien Pogacar, mais je pense va falloir essayer ils ont des cartouches qui sont limitées à ce niveau-là et il va falloir les dépenser un peu mieux. ouais, moi ça m'inquiète pas. Je pense que ça sera juste une bonne piqûre de rappel pour l'équipe UAE que les étapes peuvent aussi se jouer sur les coups de bordure. On se rappelle en 2019, je pense tous, du coup de bordure de l'équipe de Koenig qui avait coûté du temps sur Apino et Quintana, il me semble aussi.
Donc voilà, on sait que le Tour de France peut aussi se gagner grâce à des coups de bordure ou se perdre plutôt. Mais voilà, je pense que ce sera juste une bonne piqûre de rappel pour l'équipe UAE. Après Pogacar, il est quand même resté vachement lucide parce que quand t'es tout seul dans un groupe de 60, quand tes comparses sont dans un deuxième groupe derrière, il y a quand même de quoi t'inquiéter. Et je trouve qu'il a vachement bien géré la situation malgré tout. Et puis ouais, c'est sympa aussi de voir des coups de bordure comme ça, lancés en plus par son adversaire direct, par l'équipe de Vingegaard. Donc non, mais je pense que ça sera juste une bonne piqûre de rappel pour UAE. Ils ont aussi des très bons rouleurs dans l'équipe, hein, même si c'est des bons grimpeurs. Il y a quand même Almeida qui est loin d'être ridicule en chrono. Nils Politt, on connaît ses qualités de rouleur qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc voilà, je pense qu'il y a juste une piqûre de rappel pour l'équipe de Poggi. Ouais, et puis du coup, un dénouement classique avec encore une étape de sprint aujourd'hui et la victoire bah voilà, dans un sprint un peu décousu de Dylan Groenewegen. Ça fait longtemps qu'il avait pas gagné sur le Tour. Je crois que ça fait 2 ans. Et puis, en fait, ce qu'on voit, j'ai l'impression, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de patron sur ces sprints, contrairement à l'an dernier, avec la victoire de Jasper Philipsen. Là, j'ai vraiment l'impression que voilà, Philipsen, il est pas du tout au même niveau et que c'est assez compliqué. C'est ce qu'on disait aussi en off, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les trains ne servent pas à grand-chose sur le dernier kilomètre. C'est-à-dire que c'est pas des mecs qui ont des trains exceptionnels qui gagnent ces étapes. Enfin, Germa, il est tout seul. Après, Groenewegen, il était presque tout seul aussi. Je trouve que ça a vraiment Cavendish, il avait un bon train, mais sur les dernières bornes, en fait, ils étaient nulle part. Il était tout seul aussi. En fait, il y a vraiment pas de favori. Et moi, je trouve ça vraiment agréable à regarder. Il y a vraiment une surprise. Et ça pose aussi la question de qui va gagner ce maillot vert, parce que ça fait que la compétition est ultra serrée et ultra ouverte. On a vu que Pedersen est quand même tombé assez violemment. Pour moi, c'est vraiment quand j'ai vu l'image, je me suis dit oula, son tour est terminé. Et en fait, non, il est quand même là, aujourd'hui. Donc à voir comment ça va l'affecter, parce qu'on sait que les chutes, les conséquences viennent plutôt 2-3 jours après. On va voir comment il se remet de sa chute, mais je pense que cette course au maillot vert va être super intéressante, et même toutes les étapes de sprint c'est possible qu'on ait des vainqueurs différents à chaque fois, quoi. Clairement, c'est ultra diversifié, c'est vraiment agréable. Et tu l'as dit, hein, les trains, on a l'impression que ça sert un peu à rien. On voit Mathieu Van Der Poel aujourd'hui encore qui fait un super travail pour Philipsen et Philipsen qui conclut pas derrière. Et puis c'est des vainqueurs différents à chaque fois. Ça va laisser vraiment beaucoup de place au suspense et je trouve ça vraiment intéressant. Là, le maillot vert, on avait commencé, je pense, depuis quelques années à s'habituer à un ou deux sprinters très dominants, mais il y en a un qui prend vraiment le dessus à partir d'un certain moment. Voilà, on a eu Sagan pendant 7 ans, Philipsen l'année dernière a tout écrasé, donc je pense que ça va amener un peu de fraîcheur à ce maillot-là. Peut-être aussi un peu plus de bataille, un peu plus de stratégie. Par exemple, je sais pas, les mettre des gars dans l'échappée pour dans des étapes un petit peu plus montagneuses ou plus de puncher. Ou voilà, tu mets un mec à l'avant, je sais pas, un Pedersen pour aller choper 15 points, enfin aller choper les points du sprint intermédiaire en premier dans le groupe d'échappée. Ou alors pour aller prendre, je sais pas, des points à l'arrivée d'une étape qui serait pas favorable au sprinter. Enfin voilà, il y a peut-être un peu plus de stratégie qui peut se mettre en place. Et ça peut être une course vachement intéressante pour le maillot vert, en tout cas avec les différents noms, c'est vraiment agréable. Ouais, tout à fait. On va suivre ça avec intérêt. Ça va être passionnant. Il y a encore beaucoup d'étapes de sprint. Moi, je suis pas très bien, je vous avoue, parce que j'avais beaucoup misé sur Jasper Philipsen comme l'an dernier. Et du coup, mon classement à Cycling Fantasy n'a jamais été aussi pourri. Oh là là, je pense que Ah c'est ouais. la pire, Allez, c'est la pire course que j'ai jamais fait. Donc, bon, écoute. Quand il Bon, va se débloquer, c'est ça va pas tout grave. changer. C'est pas grave. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez encore des choses à dire là sur les étapes de sprint ou on passe maintenant à la course des favoris? je pense qu'on peut parler des favoris. Eh En vrai, ben, juste un petit truc, ouais, vas-y. vite fait. Philipsen, même s'il est très très fort, et encore là, il s'est fait déclasser aujourd'hui. Il fait quand même des Ah, il sprints. s'est fait Voilà, déclasser? il s'est fait déclasser aujourd'hui pour Ah, j'ai pas avoir, vu. je pense, Ah tassé bah, Van Aert, puisqu'on le voit, il resserre complètement sur la droite et Van Aert est complètement enfermé. Il doit couper son effort et du coup, bah, Van Aert au lieu de finir quatrième, il finit dans le top 15. Donc, ouais, il s'est fait déclasser aujourd'hui et du coup, bah, Gaviria est troisième. Voilà, ce qu'il ouais. faut. Et bah, c'est peut-être pas mal que pour l'ensemble de son œuvre, pour une fois, il soit déclassé. Ça le fera peut-être réfléchir. Et par contre, alors là, pour la course au maillot vert, je pense que c'est catastrophique pour Jasper Philipsen qui avait déjà
pas d'avance sur ses adversaires et là qui va prendre encore beaucoup de retard, donc il aura plus le droit à l'erreur maintenant, que ce soit en termes de dangerosité sur les sprints ou alors il va falloir gagner pour Philipsen s'il veut remporter le maillot vert, parce que cette année c'est quand même très mal embarqué. Et ben écoutez, je vous propose de parler de la bagarre des favoris, parce que on s'était dit dans les émissions précédentes, voilà, le Galibier, il peut se passer des choses, mais ça reste, voilà, le Galibier par le Lautaret, et puis dès le 4e jour de course, et puis finalement, patatras, hein, on a eu des écarts monstrueux, mais vraiment des écarts monstrueux. On a 5-6 coureurs qui se sont détachés, et puis derrière, c'est clairement le désert. On rappelle, hein, il y a eu un très gros tempo de l'équipe UAE toute l'étape, avec une échappée pourtant, avec beaucoup de coureurs de la Groupama, des Grégoire, des Godu, des Madouas qui étaient à l'avant, des Lascano, etc., mais l'échappée a pas pu prendre beaucoup de champ. Dans le Lautaret, les équipiers, les Solaire, les Wellens, les Sivakov, ils ont essoré le peloton, et puis ensuite sur la partie Galibier, on a eu voilà, une équipe UAE qui était, pour le coup, alors on en reparlera après, mais j'ai trouvé assez soudé, c'est-à-dire que voilà, à prendre des relais, un coup c'était Almeida, un coup c'était Yates, un coup c'était Ayuso, et ils ont fait exploser le peloton des favoris. Ils ont tous explosé comme des popcorn. À la fin, il en restait 4-5 qui survivaient dans leur roue, et puis voilà, l'assaut final de Tadej Pogačar dans le dernier kilomètre de ce Galibier, avec Jonas Vingegaard qui a réussi à le suivre quelques centaines de mètres avant de céder, et on en reparlera après, mais est-ce qu'ils vous ont, enfin voilà, est-ce que voilà, la domination UAE est en marche en tout cas, est-ce qu'ils vous ont vraiment impressionné à la fois dans leurs individualités et puis à la fois en tant qu'équipe? En tout cas, moi j'ai été vraiment très impressionné par ce qu'ils ont produit vent de face dans le Galibier. Vas-y si tu veux. Et écoute, ouais, je suis globalement d'accord. Alors, je les ai trouvés soudés, mais là où tu vois, Ayuso a quand même montré il joue à cache-cache, il joue à cache-cache. Un peu perso, tu vois, il se fait rappeler à l'ordre par Almeida en mode, mec, viens rouler, c'est notre taf. Genre là, on est là pour gagner le tour, viens rouler. Je pense à Ayuso, il y a moyen qu'il soit un peu frustré sur cette étape. Je pense qu'il avait de quoi suivre, en tout cas, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, très gros boulot des coéquipiers. Moi, je trouve qu'Almeida a fait un travail monstrueux, comme il avait fait sur le Tour de Suisse pour Adam Yates. Je le trouve vraiment impressionnant sur ce dernier mois. Almeida, il est vraiment très fort. Et puis voilà, Poggi qui fait le job derrière. Pas surpris de voir Vingegaard lâcher. Mais voilà, on sent que Vingegaard, il a eu sa chute. Ça fait quelques mois qu'il a pas couru. On sent qu'il y a quand même un écart entre les deux, même si Poggi a un Giro dans les pattes. Et puis Evenepoel, encore une fois, qui gère bien son effort pour finir deuxième de l'étape à 30 secondes, 35 secondes. Voilà, qui gère bien son effort, malgré sa descente cataclysmique, qui était loin d'être une bonne descente. Mais voilà, ouais, l'armada UAE est là. Alors, honnêtement, j'aurais pu penser, tu vois, une armada Ineos qui aurait pu faire jeu égal, l'armada Red Bull qui aurait pu faire aussi jeu égal avec du Hindley, du Vlasov. De l'autre côté, donc chez Ineos, on a, je sais pas, Pidcock, Thomas, enfin voilà. Et en fait, pas du tout, ils explosent tous un par un. Et ouais, UAE a mis vraiment un train d'enfer. De toute façon, la moyenne de la montée du Galibier, j'en parlais tout à l'heure, c'était 27 de moyenne plus de 27 de moyenne pour Poggi. Enfin, c'est hallucinant. UAE, ils sont sur un autre monde. Ils ont été, comme tu le dis, ils ont été monstrueux. Moi, ce qui nous a tous étonnés, je pense, c'est les voir s'engueuler en train de monter un col à 25-26 km/h. Avoir genre Almeida qui vient nous dire, qui vient gueuler sur Ayuso pour lui dire de prendre des relais. C'était presque c'était du grand n'importe quoi. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Tout le monde avait explosé. On a un top 10, enfin, même le top 20 du tour, tout le monde est tellement solide que je sais pas comment ça va bouger. J'ai aucune idée. Moi, j'étais très agréablement surpris aussi par Rodriguez, qui arrive à tenir et qui montre qu'il a quand même un beau statut et qu'il a évolué très loin. C'est dommage que son équipe Enos soit pas aussi forte que ça, mais on est tous bouche bée par UAE. Et Vingegaard, moi je trouve qu'il faut pas être inquiet. Enfin, il est en reprise de course. Je pensais vraiment qu'il pouvait perdre plus de temps que ça. Après, je suis aussi extrêmement surpris et de façon agréable par Remco. Enfin, c'est vrai qu'il fait une descente de peintre et en fait, c'est le truc qu'il faut vraiment pas montrer en école de vélo, sa descente. Mais après, il est d'une solidité. Enfin, c'était ouf, quoi. Il fait un contre-la-montre pour rentrer. Il est super fort. Contrairement à ce qu'il avait montré sur le Dauphiné, où là, j'étais vraiment très inquiet. Là, je
je me dis, oula, ça peut être vraiment bien. Il va falloir qu'il tienne 3 semaines par contre. Et ma grosse déception, bah, c'est les Red Bull Bora où, bah, en fait, je pensais vraiment que c'était presque la première puissance et ils sont nulle part. Ouais, tout à fait. Ouais, UAE, ça va être très très dur à déloger. En fait, pour battre les UAE, moi j'ai quand même l'impression qu'il va falloir un coureur qui soit largement plus fort que eux tous pour arriver à les lâcher, parce que sinon, ils sont tellement une armada que, ouais, très, très agréablement surpris par Joao Almeida que depuis le début de sa carrière, je n'avais jamais trouvé des vraies qualités d'équipier en tout cas. Je me souviens d'un Giro avec Remco où ça s'était pas très bien passé. Bah, là, franchement, il s'est mis pleinement au service de Pogacar. Et puis en plus, ce qui est ouf, c'est qu'en fin d'ascension, il en a encore sous la pédale pour finir avec les 3-4 autres favoris. Donc voilà, c'est impressionnant. Adam Yates, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pensais qu'Adam Yates serait beaucoup plus impressionnant, que ce serait le dernier équipier de Pogacar. Moi, il m'a un peu déçu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on parle quand même du troisième de l'an dernier. Bah lui, en tout cas, son statut, il est réglé. Il a perdu 2 minutes, plus de 2 minutes, près de 3 minutes. Donc il sera vraiment équipier jusqu'au bout. Et le podium, ça va être très compliqué cette année. Ouais, clairement, Yates, je suis d'accord avec toi, Titien. J'aurais pensé aussi que ça allait être le dernier relais de Pogacar, la rampe de lancement, et au final, pas du tout. C'est Almeida qui vient faire ce taf-là. Donc ouais, c'est peut-être pas le deuxième le plus fort de l'équipe, c'est sûrement le quatrième, je pense. Enfin, au vu de ce qu'on a vu, en tout cas, ça va être le quatrième. Voilà, après Adam Yates, peut-être un peu plus fort sur 3 semaines de course. Il vient à peine de sortir du Tour de Suisse aussi. Bon, alors Almeida fait de même, hein, il finit pas loin derrière, donc en fait, il était quasiment à niveau égal. Mais j'espère qu'Adam Yates va assurer s'il veut jouer aussi un podium. Ils sont 4 chez eux pour manger le podium, et pour l'instant, Adam Yates, bah, c'est celui qui a le plus de retard. Donc attention, et je pense qu'il n'y aura pas de consigne d'équipe pour Yates, hein. On est là pour Poggi avant tout, et derrière, bah, si vous pouvez vous accrocher, accrochez-vous. Mais voilà, si Yates est pas très en forme pour l'instant, ouais, c'est pas fou, mais j'ai quand même l'espoir que Yates se remette dedans dans les semaines qui suivent. Ouais, pareil pour moi, je pense que j'y crois encore en Yates. Je trouve il a montré plus de choses sur un grand tour que les deux autres. Et après, il va falloir faire attention aux petites guéguerres entre les trois. Pogacar est clairement au-dessus, il n'y a vraiment aucun débat. Et après, entre les trois, qui va bosser pour qui? Je pense que chez UAE, ils vont vite prendre une décision. Et si Yates est troisième sur les trois, c'est lui qui va devoir bosser le premier et qui jouera vraiment pas le classement général. Ce sera à voir, et je pense que celui qui est le plus en fait, c'est qui est compliqué, c'est que ces mecs-là, ils ont pas été signés pour être enfin, ils ont pas été signés pour être équipiers. C'est des mecs qui ont été signés pour être leaders. Ils ont des mentalités de leaders, et enfin, pour eux, je pense mentalement, c'est très dur, même si ils savent qu'ils sont en train de bosser pour gagner le Tour. Je pense que c'est très dur pour eux parce que dans leur tête, c'est des champions et ils pensent pouvoir gagner le Tour aussi. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, on verra ça. Moi, ma question maintenant, c'est sur Jonas Vingegaard. Voilà, on était beaucoup très intrigués de voir ce qu'allait donner Jonas Vingegaard sur cette étape du Galibier. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais bien entendre la vôtre. Est-ce que pour vous, ce qu'on a vu en tout cas de Jonas Vingegaard sur cette étape, c'est plutôt rassurant ou c'est plutôt inquiétant dans l'optique de gagner le Tour de France, évidemment? Bah, je pense que c'est les deux. C'est rassurant par rapport au niveau auquel on pouvait l'attendre il y a quelques mois. Voilà, on parle d'un coureur qui aurait peut-être jamais pu faire le Tour cette année, qui aujourd'hui arrive à s'accrocher quand même plusieurs mètres dans la route Pogacar, mais inquiétant dans le sens où moi je pense que si Vingegaard il a du mal maintenant, je pense que sur les 3 semaines de course il va vraiment le payer. Et honnêtement, je sais pas, mais j'ai peur de le voir même sauter du podium, quoi. J'ai peur qu'au bout de la semaine prochaine, on voit en fait, on se dise, ah bah, Vingegaard, il a pas tellement récupéré, le manque d'entraînement, ça se paye. Et voilà, derrière des mecs comme Roglic, comme Evenepoel qui ont travaillé pour ce Tour de France. Moi, Vingegaard, je le vois clairement sauter. Alors, il se montre comme homme fort, évidemment, comme deuxième force. Il a quand même un talent de base qui est énorme, hein. C'est l'un des deux meilleurs coureurs du monde actuellement, à son top niveau. Il a battu Pogacar plusieurs fois. Si tu laisses Pogacar partir et que t'envoies un message en mode bah je peux pas te suivre, je suis mal. Derrière, tout le monde peut se dire aussi on roule avec Vingegaard, on est peut-être bien. Voilà, je pense qu'il est quand même obligé de suivre, en tout cas pour l'ascendant psychologique, il est obligé de suivre Poggi. Derrière, il craque.
c'est normal. Mais ouais, je pense que Vingegaard va le payer dans les jours qui suivent. En tout cas, plus le tour va avancer, plus Vingegaard pour moi va craquer. Ah, justement, moi, je pense le contraire. C'est que il est en mise en route, il va monter en puissance, et on n'a pas encore vu exactement ce qu'il va pouvoir faire dans 3 semaines. Enfin, dans 2 semaines, du coup. J'ose vraiment y croire, parce que j'ai aussi envie qu'il y ait une belle bataille au classement général sur ce tour. Et enfin, va falloir voir comment il rentre de sa blessure. Mais franchement, sur le chrono, on va déjà avoir aussi des idées plus claires. Et en fait, Vingegaard, il lui suffit d'avoir une excellente journée. Et on a vu que sur le Tour de l'année dernière, il pouvait prendre énormément de temps sur ce ne serait qu'une étape. Au début du Tour l'année dernière, Pogacar avait l'air moins bien. Et puis après, il a repris du temps de façon assez impressionnante. En fait, il va pas enfin, il faut pas faire de plan sur la comète pour l'instant. On a eu une vraie étape de haute montagne. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de me faire une vraie idée, honnêtement. Ouais, moi je sais pas. Là où je suis un peu inquiet, c'est que en fait sur la partie technique de la descente où il fallait pas pédaler et il perd quasi pas de temps, il fait jeu égal avec Pogacar et puis à partir du plan Lachal là où là vraiment il fallait envoyer de la puissance, bah là il a quand même perdu et 40 enfin ouais à la fin de la 30 à 40 secondes sur Tadej Pogacar donc je sais pas, ça m'inquiète un peu surtout dans l'optique du chrono mais puis surtout moi j'ai du mal quand même à croire que quelqu'un qui a une préparation un peu tronquée, il puisse ne pas avoir 2 jours sans. Et on dit souvent, voilà, qu'il va progresser au fil du temps. Moi, je pense au contraire que justement, il y a un bout d'un moment où le manque de préparation va se faire sentir et peut-être que sur une étape, ça peut lâcher. Enfin voilà, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jonas Vingegaard voilà, craquer un petit peu comme ça. Donc effectivement, même si tout en relativité par rapport à là où d'où il vient, on peut être très content de le voir. Mais dans l'optique de battre Pogacar, un Pogacar quand même tellement fort cette année sur le Tour, ça m'inquiète un petit peu. En tout cas, il y a une équipe pour moi que je trouve très très inquiétante à l'image de son leader, mais alors surtout de ses tops équipiers. Ça devait être une armada sur ce Tour. C'est l'équipe Bora. Bah, alors certes, Roglic est encore là dans le jeu, mais Roglic a montré des faiblesses et puis surtout derrière, la totalité de l'équipe Bora a complètement disparu dès que la course est devenue difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez inquiet sur leur capacité à peser sur la course. Ouais, inquiet pour Bora. Roglic s'est vite retrouvé trop seul, tout seul. En plus, c'est pas forcément un coureur qui a eu l'habitude, parce que voilà, on sait que chez Visma, il avait quand même les bons coéquipiers et qu'il a souvent roulé avec eux et grâce à eux. Voilà, là, c'est vrai qu'ils arrivent avec une équipe, voilà. Vlasov, c'est un très 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 bon coureur en montagne, on le sait. Il est vainqueur d'un grand tour. Roglic est là, il a l'expérience, mais finalement, ça passe pas. C'est trop. Voilà, en fait, le train est juste trop fort et derrière, bah, Bora explose complètement. Alors après, est-ce que si Bora prend le rythme et fait le tempo dans l'ascension, certes, UAE va se reposer derrière, mais au moins, ça te permet peut-être d'éviter justement d'exploser tout de suite et de pouvoir accompagner peut-être Roglic plus longtemps. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est inquiétant que tes tops équipiers en fait se fassent lâcher pardon, par les tops équipiers de l'équipe rivale, quoi, par l'équipe UAE. Et que c'est assez inquiétant. Alors, il y a des équipes, voilà, on sait que Soudal, ils n'ont pas forcément l'équipe pour accompagner Evenepoel. On sait que Visma, c'est pareil, à part Jorgensen, ils ont pas grand monde. Là, les deux pour moi, seul vrai top team en termes d'équipiers pour jouer le général, c'est Ineos, un peu hors trait quand même par rapport à Bora. Et Bora, ils sont pas du tout présents, donc ouais, très inquiétant, moi je trouve leur niveau. Bah déjà, moi, j'arrive pas à faire la différence entre le maillot Bora et le maillot Jumbo. Enfin, Visma, Ouais, en pardon. vue d'hélicoptère, c'est vrai que c'est Et pas facile. alors, Ouais, les casques. oui, mais même les casques, enfin, par exemple, sur les étapes de plat, Wout et un Bora, je fais pas la différence, honnêtement, j'arrive pas à les voir. Mais au-delà de ça, oui, moi, je suis enfin, je suis très très déçu et je suis très inquiet pour le train de la Bora. Enfin, c'était une équipe enfin, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment la deuxième puissance du Tour et bah, je les vois nulle part. Enfin, pour moi, Vlasov, il a été transparent, ouais, contrairement à son début de saison et ce qu'ils avaient montré sur Paris-Nice et sur
sur le Dauphiné, ça a rien à voir. Je suis vraiment très très déçu et assez inquiet. On va voir un Primoz qui peut faire en suivant les roues, etc. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont gagner un Tour de France. Enfin, faut rappeler que cette équipe-là, elle est partie et elle a annoncé vouloir gagner le Tour. Pour l'instant, je sais pas s'ils vont faire un top 5 ou pas. Ouais, tout à fait, ce sera à suivre, mais en tout cas, déjà, leur force pour moi, c'était d'avoir plusieurs cartes pour attaquer dans tous les sens et contrecarrer les plans des autres équipes. Bah, déjà, ils en ont plus qu'une, hein, puisque Vlasov est à près de 3 minutes 30 au classement général et Jay Hindley à 4 minutes 30. Donc voilà, et je pense que ces coureurs vont en perdre encore dans le contre-la-montre, donc ça va être très très dur pour Bora de pouvoir exister. Et même Primoz Roglic, où est passé le Primoz Roglic si fort, si serein dans les montées? J'avais l'impression qu'il était à l'arracher, hein, dans les derniers mètres et tu sens que alors soit il a prévu de monter en puissance, soit comme ça le montrait un peu sur Critérium du Dauphiné, voilà, le temps fait peut-être son œuvre et peut-être qu'on a affaire du bon Primoz Roglic, mais c'est peut-être les autres aussi qui sont très très forts. On peut parler voilà peut-être d'un dernier coureur avant de basculer, ça fera une très bonne transition avec le chrono de demain, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, bah on avait tous beaucoup de questions à son sujet, hein, beaucoup d'interrogations. Alors effectivement, il avait été très fort dans la bosse de San Luca, ça avait été un des seuls à pouvoir revenir sur Pogacar et Vingegaard, mais on connaît les qualités de puncher de Remco Evenepoel. Là, on avait un doute, c'était sur la haute montagne. En tout cas, premier test plus que validé pour Remco Evenepoel, qui j'ai compté au sommet du Galibier est passé 7 secondes derrière un Jonas Vingegaard. Donc, est-ce que vous pensez que c'est déjà un peu trop tôt encore pour dire que c'est le troisième homme de ce Tour de France, ou est-ce que vraiment, avec le chrono qui va beaucoup l'avantager demain et avec voilà le fait que la montagne n'arrive pas tout de suite et qu'il a montré des excellentes capacités sur ces terrains-là, est-ce que vous pensez que Remco Evenepoel vraiment va s'inviter, si ce n'est à la bataille pour la victoire, en tout cas comme le principal prétendant à la troisième marche du podium? Ouais, non, je pense que c'est. Bon, moi, comme je l'ai dit, hein, je pense que Vingegaard va exploser et je pense qu'Evenepoel sera le deuxième homme de ce Tour de France. Il gère très bien ses efforts, il a l'air beaucoup plus en forme que sur le Dauphiné. Et puis aussi, là, ce très gros avantage sur les autres, c'est au niveau des chronos. Et avec son travail en plus pour aller jouer les généraux sur les grands tours, bah, il y a un travail évidemment sur la durée. Et je pense que là, Evenepoel, il est prêt pour ce Tour de France. Il a l'air prêt en tout cas. Il a envoyé un bon message. C'est son premier Tour de France et il n'a pas paniqué dans la montée du Galibier, alors que pourtant, voilà, le Galibier, on sait, col mythique, à plus de 2000 mètres d'altitude, donc tu peux vite perdre les pédales. On se souvient tous d'une image de 2011. Mais voilà, il est resté très serein, très lucide et au final, il termine deuxième de l'étape à 35 secondes. Il lâche que 35 secondes. Je pense que c'est un temps qui, pour moi, peut reprendre sur un chrono. C'est 35 secondes. Il ira pas reprendre une minute, je pense, à Poggi, quand même. Même si Poggi est très bon rouleur. Mais je pense que 35 secondes, peut-être, ça peut le faire. Donc voilà, moi, je suis convaincu que Remco Evenepoel sera le deuxième homme de ce Tour de France. Il sera malheureusement un peu seul au vu de son équipe. Mais ouais, on a dit beaucoup de choses sur lui. Et voilà, moi, je crois quand même en lui. Je suis très déçu de ne pas l'avoir pris sur Cycling Fantasy. Je m'en mords déjà les doigts. Moi, je pense qu'on est encore trop tôt pour pouvoir dire que ça va être le Il deuxième faut se homme ou le mouiller. troisième. Oui, je sais qu'il faut se mouiller, mais on a même pas, on a fait une étape de haute montagne. On sait que c'est son point faible. Quand il va falloir enchaîner des journées de grands cols, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, il risque quand même. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a donné des garanties sur un grand tour qu'il arrivait à passer des grands cols et qu'il avait pas, que quand il avait une journée off, il arrivait à tenir le train et faire une petite placette. C'est pas quelqu'un qui m'a donné ces garanties-là, donc je reste encore assez méfiant. Et moi, je trouve que j'ai plus de garanties sur un Vingegaard. Donc là, enfin, en effet, il s'est beaucoup affiné et il est vraiment arrivé. Enfin, c'était assez impressionnant à quel point il était prêt pour ce tour. Enfin, physiquement, il avait l'air extrêmement prêt. Il est extrêmement fort en chrono. Pour moi, justement, j'ai un peu spoilé mon prono, mais je pense qu'il part favori sur le chrono de demain. Mais je pense que j'ai vraiment pas de garantie pour dire que ça va être un deuxième ou troisième homme. Je l'ai pas encore vu assez solide sur 3 semaines pour ça. Donc non, moi j'irai pas jusqu'à là encore. Écoutez, en tout cas, bah, demain, on va avoir déjà des premiers enseignements. Ça me permet de basculer sur les prochaines étapes et notamment ce chrono, hein, qui va être
après le Galibier, le deuxième temps fort de ce Tour de France pour les favoris. Alors c'est un chrono pas très long, d'une vingtaine de kilomètres. Il y a une petite bosse au milieu, mais voilà, de 1,5 km à 6%. Ça reste quand même un chrono pour les grosses cuisses. Remco Evenepoel, il est à 45 secondes de Tadej Pogačar au classement général. Est-ce que, pour vous, il y a une possibilité que demain soir, Remco Evenepoel ait pris une énorme option, en tout cas sur le podium, et pourquoi pas, soit venu chercher un petit maillot jaune à Tadej Pogačar? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous y croyez pas? Il se placera encore mieux au général. Je pense qu'il va quand même avoir une bonne avance sur la plupart de ses concurrents au podium. De là aller chercher le maillot jaune, je pense pas. Je le vois pas quand même mettre 45 secondes à Poggi. Déjà, quand je disais 35 tout à l'heure, c'est vraiment pour moi dans un monde idéal. 45 secondes, ça me paraît beaucoup. Poggi, enfin, voilà, c'est quand même un très très bon rouleur. Donc, ouais, je pense que 45 secondes, ça va être compliqué. Mais en tout cas, je le vois prendre du temps sur Vingegaard, je le vois prendre du temps sur Ayuso, je le vois prendre du temps sur tout le monde en fait. Voilà, il fera pour moi largement premier de ce chrono. Pas de souci à se faire pour lui, il va écraser le chrono et on verra. Mais en tout cas, il peut déjà compter 1 minute 30, 1 minute 40 sur ses principaux adversaires au podium. Peut-être pas, en fait, pas 1 minute 30, mais il peut au moins 1 minute sur ses principaux adversaires, je pense. Ça peut le faire. Adversaire au podium. Donc, ouais, franchement, Evenepoel, pour moi, ce chrono, ça peut le mettre bien. Il va falloir appuyer fort, hein, parce que je pense que ça peut être très important, surtout que derrière, on a une journée de plat et une journée de repos. 2 journées de plat, pardon. Enfin, de plat. Le dimanche, ça va être quand même un peu tendu, mais voilà, on a une journée de plat pour s'en remettre. L'étape de dimanche sera un peu plus complexe, mais ensuite, il y a une journée de repos. Donc, je pense qu'il s'il y a un écart à faire, il faut le faire ici. Moi, j'y crois sur ce chrono. Je pense qu'il est clairement le plus fort du plateau, surtout par rapport à ses concurrents en général. Il peut vraiment mettre une main sur ce maillot jaune, même si, enfin, je reviens un peu en arrière, mais je lui en voulais un peu de pas avoir essayé de faire comme Carapaz pour essayer de choper ce maillot jaune. Ça aurait été assez significatif. Il aurait porté les trois maillots de leader sur les 3 grands tours. Surtout, je pense que ça aurait été le plus jeune à l'avoir fait. Je pensais que c'était quand même quelque chose qu'il aurait pu essayer de faire, et il n'y a jamais de garantie qu'il pouvait reprendre un maillot jaune. Les journées d'après, il aurait pu exploser. Et, en fait, je pense qu'il aurait dû y aller direct. Mais là, il a vraiment vu comment il a réussi à passer la montagne, et enfin, il a clairement une option sur ce maillot jaune. Et Poggi, peut-être qu'on va le voir essayer de le voir un peu plus gestionnaire. Je pense qu'il est au courant qu'il est le plus fort. Et bon, c'est pas dans la nature du gars de se gérer, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un chrono pas complètement à fond, et justement Remco lui le fera à fond pour essayer de rechoper du temps. Ce sera à voir. Ouais, en tout cas, ça va être hyper intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner un Jonas Vingegaard aussi, par exemple, qui je trouve a manqué de puissance sur la fin d'étape. Est-ce que voilà, il le dit lui aussi qu'il a pas eu le temps de beaucoup travailler le contre-la-montre suite à sa blessure. Donc moi, je pense que ça va être un petit peu difficile pour Jonas Vingegaard. Je pense pas qu'on reverra la performance de Combloux dernière, et je le vois un peu perdre du temps. Je pense qu'il y a Juan Ayuso également, peut beaucoup gagner avec ce contre-la-montre. Il a montré depuis le début de l'année que ça est très très bien roulé. Moi, je le vois clairement dans le top 5 du chrono, Juan Ayuso, et monter en puissance et montrer vraiment que c'est le numéro 2 sur ce Tour de France. Voilà, après, si on regarde le classement général aujourd'hui, les 5 premiers jusqu'à Roglic, c'est des spécialistes du contre-la-montre tous. Donc vraiment, je pense que demain, ce sera un super test grandeur nature qui montre vraiment la forme de chacun, parce que à peu près ils sont tous, bon, à part avec Evenepoel qui est censé être meilleur que les autres, mais normalement ils sont tous un petit peu dans les mêmes zones sur le contre-la-montre. Donc ouais, ça va vraiment être très très intéressant. Est-ce que, avant qu'on parle des étapes d'après, il y a un ou deux autres coureurs dont vous allez scruter la performance sur ce chrono? Non, soit Stefan Kung, est-ce qu'il peut gagner par exemple, top 15 quoi. ou est-ce que ce sera forcément un favori? Je pense qu'il va être quand même juste un Stephen Kung. Vraiment, je pense que Evenepoel est vraiment l'ultime favori. Peut-être un Bruno Armirail qui peut se glisser dans le top 10. Peut-être, mais sinon, ouais, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas qui peut aller contester Evenepoel. Ok. Et bah écoutez, pour finir l'émission, on va un peu se plonger sur les 2 étapes de ce week-end. Alors, l'étape de samedi, une étape
qui reste une étape de plaine, mais où il y a pas mal de petites bosses un peu tout le long du parcours, et notamment dans les 50 premiers kilomètres, là, ça va pas arrêter de monter, descendre. Quel scénario vous voyez? Est-ce que des purs sprinters comme Groenewegen, comme Bos, comme Cavendish, ça peut le faire? Ou alors est-ce que c'est plus pour un profil hybride? Ou alors est-ce que tout simplement une échappée avec maintenant les écarts conséquents qu'on a au classement général et le lendemain d'un contre-la-montre comme ça pourrait partir une échappée de costaud et résister au peloton sur cette étape? Comment vous voyez les choses? Bah, en Bah, vrai, une échappée, tu voulais parler, Loïc? moi j'allais dire la même chose que toi, je crois, mais Ouais, bah, vas-y. pour moi, vu le tour qu'on a actuellement, une échappée. Il faut quand même, j'ai envie de voir ça. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sprinters qui ne passent vraiment pas les bosses. Enfin, Hulweg, Jacobsen, après le cave non plus, il passe pas les bosses. On l'a beaucoup vu. Moi, j'espère vraiment une échappée de baroudeur. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément de temps en général, surtout des petits Français, qui auront très envie de se mettre dans les échappées. Je pense que pour la Groupama FDJ, ce serait très important pour eux de se retrouver avec quelques coureurs dans cette échappée et espérer de la mettre au bout. Il y a des noms, de toute façon, auxquels on pense. Je pense que voilà, des mecs comme Paul Lapera, Romain Grégoire de la FDJ, tu l'as dit, peuvent essayer d'aller jouer la gagne là-dessus. Moi, je vois bien aussi un profil avec, voilà, pourquoi pas un Pedersen qui se glisserait dans l'échappée, un mec qui passe quand même pas trop mal les bosses et qui récupérait les points sur le sprint intermédiaire, et pourquoi pas à l'arrivée si l'échappée est correcte. À voir, est-ce que t'auras une énorme échappée avec 20-30 coureurs, et du coup une journée un peu plus tranquille côté leader, ou est-ce qu'au contraire, tu as une échappée classique, on va dire 3-4 coureurs qui se relaient, qui se font reprendre à la fin, parce que justement demain euh, le, le dimanche c'est la grosse étape, du coup le lendemain, est-ce que tu attends ça? Je sais pas, mais ouais, en vrai deux scénarios, soit une, une grosse échappée avec des sprinters dedans et un sprinter qui va jouer la gagne au bout, du coup Mats Pedersen, et sinon ouais, un mec comme Paul Lapera, etc. pour le côté un peu plus punchy et panache dans cette étape. Ouais, je pense que ça aurait été un Tour de France plus classique avec des écarts resserrés, etc. On aurait plutôt... Enfin, j'aurais pas cru pour l'échapper, mais là, vu ce qu'on voit depuis le début du tour et le fait que surtout, il y a aucun train dominant ou équipe dominante pour les sprinters et que beaucoup de sprinters, à mon avis, vont galérer à être présents dans le final, d'autant que le dernier kilomètre en fond plat montant, moi aussi, je me dis que ça peut jouer entre costauds. Et moi, vu le dernier kilomètre, voilà, un sprint, c'est quoi? C'est 4% dans les 500-600 derniers mètres. Un sprint en costaud course comme ça, moi, je pense forcément à un coureur comme Arnaud Delis, spécialiste un peu de ce genre de sprint, qui, à mon avis, aura beaucoup mieux récupéré tout au long d'une étape comme ça que beaucoup de sprinters qui galèrent. En tout cas, qu'ils soient dans le peloton ou qu'ils soient dans le groupe devant, je le vois bien gagner cette étape. En tout cas, je pense qu'elle va être plus intéressante que ce que son profil de base laisse présager. Donc, ça devrait être chouette. Et puis, on va conclure avec l'étape de dimanche. Bah, je pense que c'est une des étapes que tout le monde attend le plus. Une étape que peut-être on attend autant que les étapes de montagne parce que voilà, c'est une étape pleine d'incertitudes. Alors peut-être qu'il va rien se passer, hein, et peut-être que ça va être en tout cas plein de spectacles. C'est cette fameuse étape de chemin blanc avec près de 30 km de chemin blanc entre 3 et 3, avec un milieu d'étape où les chemins blancs en fait se retrouvent au milieu de petites côtes, voilà, par-ci par-là, et puis plutôt une dernière partie d'étape, les 60-70 derniers kilomètres avec encore des chemins blancs, mais dépourvus de difficultés. J'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, c'est une étape qu'on a tous envie de regarder quasiment en intégralité parce que il va y avoir de la tension, il risque d'y avoir des crevaisons, des chutes, des coureurs qui tentent des coups, etc. Des favoris, un ou deux favoris qui perdent gros. Enfin voilà, il risque de se passer des choses et en tout cas, on devrait pas s'ennuyer sur cette étape. Moi, Non, clairement pas, je pense. vas-y, Vas-y. excuse-moi. Non, vas-y. Je pense que cette étape-là, enfin, il va falloir commencer, se mettre sur son poste de télé dès le début pour voir comment l'échappée va se former, qu'est-ce que les leaders vont faire, est-ce qu'il y aura un contrôle. Enfin, pour moi, cette étape-là, elle ressemble presque à une classique. En fait, t'as vraiment des petits codes de partout. J'aimerais bien voir, par exemple, un Madouas pour voir ce qu'il pourrait faire là-dedans. Je pense que ça pourrait bien lui aller. C'est vraiment une étape qui est super ouverte et qui pourrait plaire à beaucoup de profils, mais je pense que ce sera plutôt
Avec le plat à la fin, ça va créer. Il y aura pas des énormes écarts à la fin, mais je vois quand même l'échappée gagner. Et ce sera une très très belle étape et j'espère qu'elle sera un peu meilleure que celle qu'il y avait eu sur le Giro, avec où il y avait eu beaucoup moins de chemin blanc et où j'avais été un peu déçu par cette étape-là. J'ai cru enfin j'ai trouvé presque un peu banal en fait. Et je pense que celle-ci est un peu plus, vu le profil en fait, elle peut faire beaucoup plus mal et on pourra avoir des choses qui vont faire plaisir. Ouais, clairement. Et puis en plus, ces chemins blancs, voilà, commencent vraiment à rentrer dans le gros sérieux à partir du kilomètre 95 à peu près. Donc ouais, en fait, t'as quasiment 100 bornes où c'est dangereux. Moi, je vois pas d'échappée. J'ai du mal à avoir une échappée là-dedans. Je pense que ça va être vraiment sur la durée que l'étape va se jouer. C'est-à-dire qu'on va perdre des éléments petit à petit au fur et à mesure du passage des chemins blancs. Et voilà, malheureusement ou heureusement, je pense que ça sera quand même aussi aux plus chanceux de s'imposer. Alors, plus chanceux surtout d'avoir passé les chemins blancs sans avoir de crevaison, de problèmes techniques, de chute, parce que ça peut arriver hein, dans ce genre d'étape. Donc voilà, un mec costaud qui se place bien, qui a aussi peut-être pourquoi pas les bons équipiers. Et voilà, une étape encore pour moi aussi pour Mats Pedersen avec son équipe de Classic Men par exemple. Ou ouais, je le vois bien aller chercher quelque chose. Peut-être aussi Jacobsen emmené par un Degenkolb, tu vois, je sais pas. Mais ouais, pour moi ça sera un sprint avec bah le peloton qui va rester, on va dire, en vie dans cette étape. Mais ouais, ça se réglera quand même au sprint pour moi. Eh ben écoutez, on verra ça. Est-ce que, avant qu'on conclue, en tout cas, ça va être génial. Est-ce que vous pouvez me donner un petit prono pour cette étape? Bah je vais dire Pedersen, allez. Moi, je l'ai dit au début, je vois Madouas. Eh ben écoutez, ce serait beau pour les Français. Ben moi, je vois, après sa victoire du samedi, une nouvelle victoire d'Arnaud Delis, qui a gagné le Trobro-Léon cette année. Et suite à une course où la plupart des sprinteurs ont peut-être été mis en difficulté, voilà, sur les qualités d'endurance. Je vois Arnaud Delis également s'imposer sur cette étape. Est-ce qu'on a fait le tour? Il est Oui, dans ton vas-y. équipe Cycling Fantasy? Oh oui, Il dans est mon dans ton équipe Cycling Cycling Fantasy, Fantasy? c'est pas celui qui rapporte le plus de points pour l'instant non plus, mais, C'est le premier qui l'a mis, étant évidemment. mais oui, j'aime bien Arnaud Delis, non mais C'est l'équipe pour ça que Cycling. tu le vois gagner 2 étapes pour ça. Non, non, mais en Pourquoi vrai, je pense pas? que ça lui convient bien aussi. Et voilà, après, je le voyais pas gagner le sprint massif, mais je pense que En, ça ira mieux pour lui. en vrai, question, Ouais, sans vouloir rallonger vas-y, l'émission, vas-y, hein, vas-y, hein. mais juste, si Philipsen lâche dans cette étape, est-ce que tu emmènes Van Der Poel au bout pour aller jouer la gagne ou pas du tout? Ah bah oui. Ou tu le réquisitionnes pour essayer de ramener Philipsen Non, dans le non, groupe de Van Der tête? Poel, s'il a bien Van une, der Poel, ouais. ouais, pour moi, s'il a une étape sur laquelle il peut jouer sur ce tour, c'est celle-là. Derrière, enfin, quand je vois les étapes restantes, c'est soit des étapes de sprint, soit des étapes de montagne, soit des étapes pour baroudeur qui risquent de lui être trop difficiles, comme celle Ouais, ouais. de Non, mais tu Barcelonnette. sais, je sais Donc, pas, oh, je pense un qu'il va vouloir se scénario faire où, plaisir quand même, hein. où tous les sprinters craquent et en fait il reste que Philipsen dans le groupe, sauf que Philipsen il crève et il te reste, je sais pas, 30 bornes, voilà, tu dépannes vite et c'est Van Der Poel qui doit faire le taf pour le ramener pour bah, et potentiellement aller jouer la gagne au sprint, tu vois. Bah, Imagine tous les sprinters qui lâchent. tu m'aurais dit le Bon. Philipsen de l'année dernière, mais il est tellement peu impressionnant là que. Ah, je sais pas si Après, si Van c'est Der pour se faire Poel est dans déclasser une à la super fin, bon. journée. Ouais, je sais pas. Van Der Poel. Alors, je suis pas sûr qu'il soit encore dans sa forme de Roubaix, mais vu ce qu'il a montré sur un cyclocross, vu ce qu'il a montré sur Paris-Roubaix, c'est un parcours qui va bien lui convenir. Quand certains seront sur les freins, lui, il le sera. Ah, je pense qu'il a dû cocher cette étape quand même. En tout cas, s'il est venu sur ce tour, c'est peut-être bien la seule qu'il a coché d'ailleurs. Donc, ouais, on verra bien, mais ce serait beau également de voir Mathieu Van Der Poel s'imposer avec un maillot de champion du monde sur le Tour de France. Donc, ouais, à voir. Est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, 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 de ma part, non. Eh ben écoutez, on va conclure en disant que je pense après deux étapes un peu pour les sprinteurs où il s'est pas forcément passé grand chose, en tout cas sur la durée de l'étape. Je pense que les 3 prochaines étapes, soyez bien de votre poste de télévision parce qu'entre le contre-la-montre et la bataille entre les favoris et 2 belles étapes ce week-end, normalement on devrait se régaler. En tout cas, petit rappel encore une fois avant de conclure l'émission, n'hésitez pas si vous n'êtes pas déjà à vous abonner et puis à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et puis bah alors la bonne nouvelle c'est que les lives vont revenir, ce sera soit dimanche soir, soit lundi soir, on vous redit ça et voilà, en tout cas d'ici là
je pense qu'on peut conclure en vous disant qu'on vous fait des bisous et qu'on se retrouve très très bientôt pour débriefer de ce week-end et pour faire la preview des étapes de la semaine suivante qui vont arriver. En tout cas, merci messieurs. C'était encore une super moment passé avec vous. Merci beaucoup. Attention évidemment, hein, si vous allez rouler ce week-end, la fringale guette, voilà, il fait beau, etc. On a envie d'aller rouler, mais on fait toujours attention, on s'alimente et puis il faut tenir également tout l'après-midi devant le poste de télévision. Donc je compte sur vous. Et ben écoutez les conseils de celui qui a grimpé le Ventoux. Oui, c'est quelqu'un qui a saura bien vous guider. J'étais en fringale totale dans le dernier kilomètre. Les gars. C'était horrible. J'avais avec la ligne, elle arrive, j'avais envie de pleurer. Non, c'était très chouette. Non, bah voilà. Écoutez, à très très bientôt les copains et puis des gros bisous et ciao comme dirait la Turn. Bye bye. Bisous à tout le monde et plus que jamais, allez Romain Bardet.